va directement essayer de comprendre quels sont les business models autour de l'IoT. Ça, c'est assez clé car c'est une erreur qui a été réalisée par beaucoup de monde et qui continue à être réalisée par beaucoup de gens qui se lancent dans l'IoT et qui, finalement, démarrent sur une bonne idée avec de bonnes données, mais n'arrivent pas correctement à le valoriser ou le valorisent au début, puis ensuite se cassent la figure. Globalement, un peu ce qui s'est passé avec Fitbit, qu'aujourd'hui les jeunes ne connaissent plus. Alors, pour comprendre ces problématiques de business model, eh bien, il faut comprendre la différence entre un business d'objet et un business d'IoT. Dans un business d'objet, vous fabriquez un produit. Ce produit-là, il a un coût, vous le vendez, donc avec une marge. Un distributeur le prend, le met dans son magasin et le revend lui-même avec une marge. Et un utilisateur final l'achète. Tous les acteurs ont fait leur marge au milieu. Ce produit-là, finalement, a totalement disparu du champ de vision du fabricant et du distributeur. Il n'a plus de coût particulier, la marge est fixée, figée, et tout va bien. Donc ça, c'est ce qui gouverne en fait le business model classique des objets depuis les 100 ou 200 dernières années. Mais l'IoT, lui, transforme ces choses-là, parce que l'IoT, comme on l'a vu, l'IoT est un business de plateforme, est un business de réseau, et le réseau, comme la plateforme, représente des coûts qui sont variables dans le temps. En fait, plus un IoT va vivre, et plus il va coûter. Si on reprend l'exemple de notre Fitbit, vous allez trouver un intérêt à ce Fitbit tant que vos données sont processées, tant que l'application est sympa, qu'elle est mieux que les autres, et si jamais elle n'est pas entretenue, si jamais elle devient has-been ou obsolète, vous allez préférer un concurrent et vous allez abandonner cette marque, globalement. Ce qui veut dire que pour le fabricant, Fitbit, eh bien chaque jour, il faut qu'il ait des développeurs qui améliorent, qui maintiennent le logiciel, qui rajoutent de nouveaux calculs, qui enrichissent la donnée, et qui fassent des concours, de l'animation. Et en fait, tout ça, ça a un coût, qui fait que globalement, quand vous vendez un produit, une solution IoT, eh bien, plus elle va durer dans le temps, plus votre utilisateur va s'en servir, et plus le coût de cet objet va devenir important. Par conséquent, la marge que vous avez fait lors de la vente, si vous utilisez un business model classique d'objet, eh bien cette marge va être détruite au fur et à mesure de l'usage du produit. Ça, c'est un changement fondamental. C'est un changement qui a tué beaucoup des premiers projets pionniers de l'IoT parce que leurs concepteurs n'ont pas pensé à cela ou ont pensé à des solutions qui permettraient d'avoir des revenus réguliers, mais ces solutions se sont avérées peu efficaces dans le temps. Donc il faut avoir ce schéma en tête et en tant que fournisseur de solutions IoT, si vous voulez avoir une solution pérenne, il va falloir penser à ce business model. Donc que ce soit pour une transformation des process de l'entreprise ou que ce soit pour la commercialisation d'un device, pensez toujours que les coûts de maintenance de l'IoT vont durer dans le temps. Alors, voyons un exemple d'un produit, de deux produits, un produit qui est vendu comme un objet et un produit qui est vendu comme une solution IoT. En haut, nous avons une caméra de vidéosurveillance. En bas, nous avons une caméra de vidéosurveillance. Voilà. Et bien, par contre, nous avons un prix très différent. Nous avons en haut une caméra Xiaomi vendue au prix de 33 €. Clairement, cette solution-là est un produit, une caméra de vidéosurveillance qui va être commercialisée. Bien sûr, cette caméra vient avec une application. Et peut-être que Xiaomi a des sources de revenus que je n'ai pas compris. Mais globalement, je dirais que pour ce prix-là, qui est plutôt faible, eh bien, il n'y aura pas les moyens de payer les développeurs qui vont maintenir cette application mobile et cet écosystème. Il y a donc de grandes chances que très rapidement, les développements, les mises à jour de cette caméra s'arrêtent car il n'y a plus de rentabilité. Et à partir de ce moment-là, la caméra va devenir un produit obsolète technologiquement avec des risques sur la sécurité. L'application ne marchera sans doute pas sur une nouvelle version d'iOS et le produit va avoir une sorte d'obsolescence programmée liée à son business model. Dans la version en dessous, nous avons une solution Arlo, donc qui est un produit de la société Netgear, et qui est intéressant parce que avant que Netgear fasse Arlo, ils avaient fait une autre solution qui s'appelait ViewZone, qui est exactement la même chose, avec un packaging légèrement différent, mais technologiquement qui est exactement la même chose, mais dont le prix était totalement différent. Là, vous voyez que Netgear, avec Arlo, a un prix pour deux caméras à 600 €, quelque chose d'excessivement cher par rapport à la technologie employée. L'équivalent sur les caméras ViewZone devait être à peu près autour de 150 €, un prix beaucoup plus raisonnable. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre
Arlo et ViewZone, eh bien c'est simplement le business model. Pourquoi Netgear a arrêté ViewZone? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas de rentabilité. ViewZone était un modèle où la caméra était vendue à un prix relativement faible et venait avec la possibilité de prendre un abonnement pour avoir des services supplémentaires, une sorte de freemium dans le monde de l'électronique. Seulement, il faut le reconnaître, c'est un modèle qui marche assez mal, très peu de gens ont pris l'option supplémentaire, et par conséquent, eh bien, au fur et à mesure où la plateforme fonctionnait, au fur et à mesure où il fallait payer des développeurs, où il fallait stocker des données, eh bien, la plateforme coûtait de plus en plus cher, et la rentabilité sur le produit ViewZone était de moins en moins bonne. Netgear a donc décidé d'une part d'arrêter ce produit ViewZone et donc créer une obsolescence en stoppant ses mises à jour et puis finalement en stoppant son fonctionnement alors que le matériel marche toujours très bien, et a créé en parallèle une autre marque, Arlo, qui elle utilise un business model totalement différent puisque là le choix est de dire que derrière les 599 € vont être inclus un certain temps de fonctionnement de la plateforme, un certain temps des développeurs, un certain temps de stockage des données. On va dire que ce produit est sans doute prévu pour fonctionner une dizaine d'années, et donc en fait il y a 10 ans de services qui sont inclus dans les 599 € qui viennent avec les Arlo. Donc là vous voyez que on pourrait se dire l'IoT n'est pas très intéressant parce que ça rend les produits trop chers, mais en fait il y a des tas de façons d'envisager les business models qui vont derrière. Là c'est un choix qui a été pris de business model de la part d'Arlo. Certes c'est cher, mais ça garantit une chose, c'est ça garantit la pérennité et la sécurité de la plateforme qui va être mise en œuvre derrière. Donc cet exemple illustre que l'intégration des coûts futurs est quelque chose de primordial dans le business model de l'IoT et explique aussi qu'aujourd'hui, le développement de l'IoT peut représenter un certain frein à partir du moment où le produit va être beaucoup plus cher qu'un objet un peu plus classique, même quand on est dans le monde d'objets numériques liés à ces problématiques-là. Alors, ce que l'on rencontre assez souvent dans les entreprises qui font de l'IoT, qu'on peut illustrer ici avec notre petit lapin connecté Napstag, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui marche aussi globalement pour Fitbit, eh bien, c'est un modèle d'affaires qui ressemble à peu près à cette courbe-là, dans laquelle vous voyez au départ, bien entendu, la création du produit qui implique de dépenser de l'argent et qui ne rapporte absolument rien puisque le produit n'est pas vendu. Donc on est dans une phase uniquement d'investissement. Et puis suit, après cette phase d'investissement, une phase de lancement et de commercialisation pendant laquelle en effet des revenus commencent à arriver. Phase de commercialisation qui peine un peu à démarrer, mais qui au moment où le produit devient connu du public, a prouvé son service, ainsi de suite, décolle, jusqu'au moment où les revenus sont supérieurs aux dépenses, l'investissement a été remboursé, et donc là on est un petit peu sur l'euphorie. On est sur l'euphorie d'un business qui fonctionne bien, ce qui nous amène en plus à avoir des concurrents qui se lancent sur ce business-là, puisque c'est un business qui est reconnu comme étant rentable. Et donc là on arrive ensuite au deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que d'une part on a des concurrents qui viennent attaquer notre marché, d'autre part notre marché qui a bien fonctionné commence à arriver à sa saturation, et donc à ce moment-là, la croissance des ventes diminue, ayant pour conséquence le recroisement des courbes, puisque la totalité des objets que nous avons sur le marché représente un coût unitaire qui vient s'additionner les uns avec les autres, les coûts de run, qui finit par dépasser les entrées d'argent liées à la vente de nouveaux produits. À ce moment-là, on est dans la vallée de la mort, et globalement, beaucoup de sociétés de l'IoT ont disparu à cause de ce phénomène-là. C'est le cas de Fitbit qui a une belle mort puisqu'ils sont rachetés par Google, mais dont on verra les impacts, les effets en bourse assez néfastes sur ce moment-là. Et puis c'est le cas de notre petit lapin qui a disparu et qui n'a pas su trouver, même si les fondateurs ont essayé de faire d'autres choses par la suite, n'a pas su trouver un business model qui fonctionnait bien. Alors le tout est de trouver un business model qui puisse fonctionner. On a vu dans le cas d'Arlo que l'augmentation du prix pouvait être un moyen d'avoir ce business model qui fonctionne, mais à condition bien entendu que l'utilisateur, le consommateur, soit prêt à dépenser une somme importante. Ça marche dans le cas d'Arlo pour deux raisons. La première, c'est que ce produit a une technologie qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs sur le marché, et d'autre part, il se situe dans le marché des systèmes de télésurveillance de la maison dont le prix est globalement assez élevé. Mais dans le cadre d'un Fitbit, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas. On peut voir en effet des montres connectées qui ont des prix qui sont
plutôt relativement élevé, bien entendu, mais ces produits intègrent énormément de technologie et leur coût de revient est lui aussi élevé. Dans le cas d'un Arlo, la marge est très importante à l'origine. Pour s'en sortir, les gens de Fitbit ont utilisé un autre modèle d'affaires. Ce modèle d'affaires, c'est celui de l'exploitation de la donnée. Et ce modèle d'affaires, on va le retrouver de façon assez traditionnelle quand on développe une solution IoT pour sa propre entreprise, pas forcément pour le commercialiser. Aujourd'hui, beaucoup des projets IoT sont des projets internes d'entreprise qui, par exemple, travaillent à l'optimisation de la supply chain. Et là, très clairement, eh bien, l'objectif, c'est d'exploiter la donnée qui est récupérée par ces objets pour améliorer les processus de supply chain existantes et donc valoriser cette récupération de données. Donc le modèle d'exploitation de la donnée, on va dire, est le modèle le plus classique parce que c'est celui qui permet de ne pas impacter le prix lorsque l'on crée un service et c'est celui qui vient assez naturellement quand on est dans un IoT interne d'entreprise et de transformation des process de l'entreprise. En quoi consiste-t-il ce modèle sur la donnée? Eh bien, il consiste à capter la donnée par l'objet et donner à la personne qui a acheté cet objet et qui le possède une information suffisamment intéressante pour qu'elle continue à remonter ces données. Ces données individuelles, la plateforme va les intégrer, les mettre ensemble et les valoriser grâce au volume qu'elles représentent. La donnée individuelle a peu de valeur, en tout cas on a peu d'intelligence derrière cette donnée-là, mais par contre lorsque l'on récupère la donnée de millions de consommateurs, eh bien on commence à créer une donnée unique qu'il est capable de valoriser et sur lesquelles on peut aller extraire des informations que l'on n'avait pas d'une autre façon. Cette nouvelle information, plus riche, plus unique, a de la valeur et cette valeur peut être vendue non seulement au consommateur initial, mais surtout à beaucoup d'autres entreprises, secteurs d'activité qui seront prêts à payer cette donnée à un coût suffisant pour amortir les frais d'exploitation ou les frais liés à la récupération, à l'extraction de la donnée par les utilisateurs. C'est donc ce modèle-là qui était le modèle visé par une société comme Fitbit.